extrêmement engageante qui est les données au service de l'optimisation de l'expérience client. Alors, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est un format un petit peu nouveau pour CX Lab, dans la mesure où nos matinales sont d'habitude organisées en face à face, mais le contexte étant ce qu'il est, il fallait qu'on nous adaptions. Je tenais quand même à remercier les personnes qui devaient nous accueillir et qui ont été vraiment à l'écoute, notamment Laurence Bruat de la Poste et puis Béatrice Trouillet d'ALD qui gentiment nous ont ouvert leurs portes, nous ont été prêtes à nous accueillir, etc. Donc, désolé, on a préféré ne pas vous contraindre par des mesures sanitaires énormes et on a préféré donc le faire en web. Donc, j'espère que cela va nous permettre de, malgré tout, jouer cet événement sans contrainte. On est habitué depuis 2 mois et demi maintenant. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc vous me voyez et vous voyez aussi Brune qui est avec moi et qui a choisi, qui a répondu à notre sollicitation. Travaille donc chez Monoprix. Je vais la laisser se présenter. Brune, je vous laisse vous présenter quelques minutes. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis ravie de participer à cette matinale, même si le format est un petit peu étonnant. Effectivement, je suis responsable de l'équipe performance commerciale et client chez Monoprix. J'ai rejoint cette équipe il y a 2 ans, après un passage chez Bain et compagnie, et notamment pour déployer et structurer tout le suivi de la voix des clients chez Monoprix. Un point à souligner peut-être, c'est le nom de cette équipe. Quand j'ai rejoint Monoprix, l'équipe s'appelait Expérience Client. Et le changement de nom qui a eu lieu l'année dernière vise vraiment à souligner 2 points qui sont importants je pense, pour cette matinale. Le premier, c'est d'abord que finalement, l'expérience client n'est pas notre affaire à nous seulement, mais celle de tout le monde dans l'entreprise. Il n'y a pas de raison d'avoir, en tout cas pour nous, une équipe dédiée à ça. Et le deuxième, c'est que le rôle de mon équipe en particulier, c'est de lier les données, les retours des clients avec l'ensemble des données qui sont disponibles et commerciales notamment pour améliorer la performance de l'entreprise. Ok. Merci Brune. Déjà d'entrée de jeu, Brune nous lance carrément un défi, c'est-à-dire que de réfléchir à expérience client et données, expérience client et totalité de l'entreprise. Alors, je vous propose qu'on y aille. Alors, comment ça va se dérouler? D'abord, nous avons réalisé une enquête sur les premiers mois de l'année auprès de vous, auprès d'un public relativement large, qui nous a permis donc de remonter des enseignements sur les datas et on va découvrir cette enquête. Je vais y consacrer un petit moment. Ensuite, on va donner la parole à Brune qui va nous expliquer comment les datas sont utilisées, lesquelles, et comment elles sont utilisées dans l'entreprise, chez Monoprix, pour suivre et améliorer l'expérience client. Et puis enfin, on consacrera un bon moment à vos questions. Je vous rappelle que les questions, vous pouvez les poser au travers du chat. On va les récolter et puis on nous les passera au fur et à mesure et nous y répondrons, Brune et moi, bien évidemment, si nous pouvons y répondre, nous ferons notre maximum pour répondre à vos questions. Alors, en termes de fonctionnement, pour assurer une meilleure qualité de son, d'image, etc., ce que nous avons décidé de faire avec Brune, c'est que quand moi je prendrai la parole, elle peut rester tout à fait en vidéo. Mais par contre, quand nous aurons nos échanges, pour s'assurer que la bande passante est bonne, on disparaîtra quelques secondes de vos écrans. Donc, je vous propose, sans plus attendre, de commencer et de passer sur l'enquête que nous avons réalisée et les résultats. Alors, juste une petite introduction. Les données, c'est un sujet qui est, vous le savez, le cabinet CX Lab est absolument spécialiste dans l'accompagnement sur l'expérience client, la transformation des entreprises. C'est un sujet que nous abordons de plus en plus et que nous avons abordé dès le début. Alors, on l'aborde dès le début, pourquoi? Parce qu'en fait, dans nos sociétés et dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons, les données sont clés.
Les données sont clés et puis on a souvent tendance à dire, ben voilà, je lance un projet, qu'est-ce que ça me rapporte? Donc tout de suite, on parle de données. Quels sont les bénéfices? On parle de données, etc. Donc sur l'expérience client, ça a été quelque chose qui a été un peu compliqué parce que l'expérience client, les seules données dont elle dit qu'elle a, c'était des données autour de la satisfaction et on était un peu en handicap, voire beaucoup, pour pouvoir fournir des données aux directions générales, aux managers qui demandaient. Donc, le retour sur investissement, la fameuse question, quel est le retour sur investissement de l'expérience client? Alors ça, c'est un grand sujet. Donc, on avait ça. Puis, on a eu, au fur et à mesure, les équipes expérience client se sont mises en place, les projets se sont développés. On s'est dit, ben, comment mesurer l'expérience client? Ça, c'était la première chose. Donc, très important. Ensuite, comment mesurer les progrès que nous avions faits en lançant des projets d'amélioration de l'expérience client? C'est quoi le retour sur investissement? C'est quoi les gains? Et puis, troisième chose, comment encore aller plus loin? Et puis, encore plus, est-ce qu'on gagne de l'argent en lançant des programmes d'expérience client? Des questions nombreuses pour lesquelles et sur lesquelles nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais je vous propose que ce séminaire, ce webinaire y réponde en partie. Alors, je vous dis que c'est très important, je suis ravie puisque 64% des répondants à cette enquête ont jugé que les données étaient aussi stratégiques pour mesurer l'expérience client. Donc, on est totalement en phase sur ce postulat. Alors, la question qu'on a posée après, c'était, mais globalement, en tant que leader CX, alors la plupart des répondants, je vais dire que plus de 90% des répondants sont des personnes qui travaillent sur l'expérience client. Donc, on est déjà sur un axe un peu particulier, hein. On n'est pas sur la totalité de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de nos clients et de son comportement? Alors, vous le voyez, par chance, déjà, quand même, les entreprises qui ont répondu connaissent qui sont leurs clients. Ce qu'ils pensent de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que les interactions sont bonnes, mauvaises, etc. On connaît leurs besoins et leurs attentes. Vous voyez, donc ça, c'est sur on va dire le trio de tête, les quatre premières data qu'on connaît du comportement client. Donc là, et puis ensuite, de manière assez marginale, ce qui leur plaît, c'est-à-dire leur comportement durant les phases d'achat. Ensuite, on travaille, donc on a posé la question sur qu'est-ce que vous collectiez? Alors, vous voyez que sur la collecte des données qui sont faites à l'heure actuelle par les leaders CX, on a beaucoup de données au travers de la satisfaction. Donc, vous voyez, les avis clients, la qualification, etc. Donc, mais ce n'est pas des volumes très importants. Donc, c'est des thématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, on collecte énormément sur la satisfaction, sur l'expérience client, sur le NPS, vous verrez par la suite de manière plus précise les données qui sont collectées. Mais voilà, on a des données qu'on collecte et fort heureusement, on a aussi des données financières qui sont combien ils achètent, des données marketing sur qui ils sont, depuis combien de temps ils sont clients, etc. Et sur l'autre, c'est un petit reste. Et là, c'est des publications, des données d'experts. On est autour de données sur comment on appelle ça, les études ethnologiques. Qui sont-ils vraiment, quels sont leurs comportements de manière beaucoup plus globale en tant que population. Donc, toutes ces données vont nous servir à connaître mieux nos clients, savoir ce qu'ils consomment, s'ils sont satisfaits ou pas, qui ils sont et est-ce qu'ils ont des comportements d'achat qui sont plus ou moins différents. Ok ? Et donc, on va pouvoir travailler sur ce que font certains d'entre vous, travailler sur la personnalisation de l'expérience en fonction des typologies de comportement. Alors, selon vous, les données les plus importantes sont des données, et là, on rejoint bien la slide précédente, c'est-à-dire que c'est des données qui sont autour de la satisfaction. Vous
voyez? Donc, on parle bien de satisfaction, on voit les attentes, les besoins, le NPS, on voit la recommandation, on voit les comportements d'achat. Mais là, on sent bien qu'il manque une partie de données qui sont plutôt des données économiques, des données que l'on va avoir dans des outils de finance, de contrôle de gestion, dans nos outils de gestion, etc., et qui n'apparaissent pas là. Alors, vous allez me dire, c'est normal, puisqu'on a interrogé des leaders CX, et donc c'est un peu normal que leur préoccupation soit de mesurer l'expérience vécue. Mais là, on a quand même une première difficulté qui est que mesurer l'expérience vécue, oui, donc on est à la hauteur du premier objectif qui est je collecte la voix du client et je me sûr que les promesses de la marque sont en cohérence avec ce qu'on lui délivre. Mais par contre, on ne peut pas, avec les données les plus importantes ici citées, travailler sur est-ce que l'amélioration de l'expérience client me ramène du chiffre d'affaires, pour être très simple, additionnel, ou est-ce que ça me permet de faire des gains dans mon entreprise et quels gains? Ok. Donc là, on va commencer à juste parler de corrélation entre toutes les datas de l'entreprise. Quelles sont les données qui vous manquent? Alors, c'est peut-être dans les réponses qui nous ont été données, c'est peut-être moins des données qui manquent que de la qualité de données. Vous voyez bien que, certes, on nous dit qu'il manque quelques données de comportement, peut-être après l'achat, etc. Mais ce qu'il vous manque en priorité, et là c'est un autre élément que nous abordons de plein fouet grâce à vos réponses, qui sont: est-ce que les données que j'ai sont complètes? Est-ce que j'en ai suffisamment? Est-ce qu'elles sont fiables? Et est-ce qu'elles sont actualisées? Et là, on va commencer à se poser des questions autour de la gouvernance des données. Alors, ça, c'est un second sujet que nous ouvrons, et donc ce que vous nous ouvrez, qui consiste à dire, attention, non seulement j'ai des données, mais est-ce que j'y ai accès et est-ce que je les maîtrise? Deux, j'ai des données, mais sont-elles fiables, complètes, et est-ce qu'elles sont suffisamment actualisées pour que je puisse en tirer des enseignements et en tirer des conclusions? Donc ça, c'est un autre élément. Et puis ensuite, on va se poser la question tout à l'heure, c'est qui va mettre à jour, qui va collecter et de quelles données j'ai besoin. Par contre, là, on voit bien que dans les données qui manquent, il n'y a pas d'indication, c'est par rapport à ce que je disais précédemment. A priori, les leaders CX ou les personnes qui nous ont répondu, il ne leur manque pas des données relatives au chiffre d'affaires, à la gestion, etc., etc. Donc aux gains, des données plus ou moins marketing, commercial et de gestion. Donc, est-ce qu'ils les ont déjà? Peut-être, tant mieux. Mais là, en l'occurrence, ce ne sont pas les données qui leur manquent. Donc si on continue, on aborde un troisième élément clé, c'est la collecte. Donc 72% des répondants nous ont dit qu'il y avait des personnes qui étaient dédiées à la collecte et à la mise à jour dans l'entreprise. Et 83% qu'il y avait des personnes qui étaient donc dédiées à l'analyse et au traitement des données. La question qu'on aurait pu peut-être poser et qui reste en suspens, c'est: sont-elles des équipes transverses, centrales, comme c'est le cas quelque part chez Monoprix, ou est-ce que ce sont des équipes qui, en silo, pour chaque équipe, donc les sales, les commerces, le marketing, le digital, etc., est-ce que pour chacune de ces équipes, il y a des équipes dédiées, certes à la collecte et à la mise à jour, et puis des équipes dédiées pour l'analyse et la donnée. Donc déjà, on n'a pas cette information. On peut se poser la question de la transversalité des données et du côté désiloté qu'il faudrait peut-être imaginer pour qu'on puisse disposer, du moins le leader CX puisse disposer de toutes ces informations. Alors, comment sont-elles collectées dans l'entreprise?
Ah ben, écoutez, donc on a 37%, ce qui est quand même pas mal, hein, donc un bon gros tiers pour les entreprises indépendantes pour lesquelles les données sont gérées en centrale. Donc, gérer en centrale ne veut pas dire non plus que tout le monde y accède. Ça, c'est une vraie question. Néanmoins, pour 37% des répondants, on a une structure qui est, on peut l'imaginer, en charge de collecter, de mettre à jour, de s'assurer que c'est cohérent et que les données sont bien collectées de la bonne manière et qu'il y a une vraie cohérence dans ce pool de data. Pour le reste, vous voyez quand même que encore 30% nous disent chaque département collecte sa data et gère ses data. Est-ce que moi, leader CX, j'y ai accès? La question est encore à poser. Alors, les outils. Les outils de collecte des données. Fort heureusement, donc, on a un grand nombre de répondants qui nous ont dit qu'ils détenaient aujourd'hui un CRM, alors du marché ou un CRM maison, mais il y a une structure qui a une grosse partie des informations qui sont hiérarchisées, qui sont, on va dire, unifiées dans un CRM. Ensuite, on peut avoir, et donc c'est un outil qui est un outil plus expérience client, qui est un outil donc de collecte de la voix du client, qui est un outil de feedback management. Aujourd'hui, les répondants nous disent une entreprise sur deux a un outil. Donc pour collecter la voix. Ensuite, ceci ne veut pas dire qu'ils ne la collectent pas. Mon propos n'est pas là. On peut passer par des instituts, on peut passer par des organismes spécialisés qui collectent la voix à votre place et qui vous donnent donc les analyses et les éléments les plus importants pour pouvoir prendre des décisions, réparer, etc. C'est pas parce qu'on n'a pas d'outils qu'on ne fait pas de l'amélioration de l'expérience client. Et puis, ça, c'est tout à fait normal. Des outils d'analyse sémantique sont des outils beaucoup plus spécialisés puisque ce sont ces outils qui pèsent, qui priorisent et qui vous aident à comprendre de manière plus précise les causes réelles de satisfaction ou d'insatisfaction. Ce sont donc les outils qui vous lisent les verbatims. Donc, ces outils sont relativement complexes, des fois onéreux, et donc il est normal qu'il y en ait les 2/3 des répondants qui n'en aient pas. Alors, on avait posé la question également dans la mise à jour, très important. Pourquoi? Parce que détenir des données, c'est bien, des données pas à jour, ça sert à rien. Donc là, on voit bien que les entreprises se sont saisies de ce sujet et qu'on a un véritable enjeu qui est je détiens des données, mais surtout je détiens des données à jour. Elles sont fiables. Et donc, j'ai plusieurs méthodes. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on on en utilise une, on n'utilise pas les autres. Hein. On peut utiliser plusieurs types de méthodes pour collecter et mettre à jour les données. Donc, on peut demander à nos équipes commerciales, ce qui est quand même très important, qu'elles soient assises ou debout, de collecter les feedbacks clients et de mettre à jour dès qu'il y a une interaction avec un client pour pouvoir avoir de la donnée fraîche. Ensuite, on peut faire, quand on fait des enquêtes par téléphone, on peut collecter, s'assurer systématiquement que les données que nous avons sont bonnes. On peut faire aussi, si on a un déficit de données, des opérations marketing, de collecte de données, de qualification de la base client. On peut aussi, voilà, comme vous voyez, faire des sondages, etc. Et puis, on peut aussi, c'est beaucoup plus onéreux, mais travailler avec des organismes tiers qui sont spécialisés dans la mise à jour des bases de données. Donc, les entreprises se sont saisies de ce point, donc c'est quelque chose de rassurant. Utilisez-vous les données pour améliorer l'expérience client? C'était quand même le fond de toutes ces questions, c'était d'arriver là. Moi, je suis ravie puisque plus de 74% des personnes interrogées et des personnes qui ont répondu nous disent oui. Donc, je les utilise. J'utilise la satisfaction, j'utilise
pour savoir ce qu'ils font, pour savoir ce qu'ils aiment. J'utilise aussi pour identifier les irritants. J'utilise les données de mes clients pour mettre en place des plans d'action pour améliorer l'expérience client, qu'elle soit globale ou à des moments clés. Donc, on est bien. On a vraiment, on ne collecte pas la data pour la data, on ne collecte la data pour améliorer l'expérience client. Par contre, l'utilisation des données, là, dans les réponses qui étaient donc non dirigées, dans les réponses, on ne voit pas. J'utilise les données pour mesurer l'impact de mes mesures, de mes programmes d'expérience client sur le chiffre d'affaires, sur la rétention, sur la fidélisation ou sur l'acquisition de nouveaux clients. Donc là, il nous manque cet élément. Donc les indicateurs qui sont suivis, encore une fois, pour mesurer l'expérience que vous délivrez. Donc là, ce sont des indicateurs que nos leaders CX maîtrisent tout à fait. Donc le NPS qui est donc le grand gagnant. Ensuite, la satisfaction, donc le score de satisfaction. Et puis ensuite, vous voyez qu'il y a tout un tas d'indicateurs suivis. Alors qu'ils sont spécifiques pour du digital sur un site web ou sur un centre de relations clients. Donc, vous voyez bien que l'ensemble des équipes qui traitent ou qui interagissent avec des clients ont leurs indicateurs de suivi de l'expérience. Alors, on voit apparaître le score d'effort qui est le CES, Customer Effort Score, en troisième position à la fin. C'est un indicateur qui mesure l'effort, qui prend de plus en plus d'importance dans les entreprises. Là, pour l'instant, il n'est pas très utilisé, semble-t-il, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Pourquoi ? Parce que quand on ne peut pas se faire recommander parce que c'est pas possible de recommander un business, le score d'effort est quand même une mesure qui est importante puisque c'est l'effort est l'antithèse de l'expérience qui, elle, normalement, pour être bonne, doit être simple, facile et agréable. Les autres indicateurs donc, de suivi, donc bon, le CES, on en a parlé. On a aussi voulu rajouter, et vous avez bien fait de le souligner, les autres indicateurs qui sont le INPS, qui est l'indicateur, donc le NPS, le employé, donc l'employé, employé NPS. Donc ça veut dire que dans les répondants, on a aussi des répondants qui commencent à travailler sur l'expérience employée. Voilà. Ensuite, on a le taux de self-service des outils. On sait qu'aujourd'hui, nos clients vivent une expérience de qualité quand ils sont autonomes. La plupart de nos clients souhaitent être autonomes, donc on valide avec eux s'ils les utilisent ou pas. Et puis, il y a un dernier indicateur qui a été remonté, qui est l'ICOS Survey, qui est donc un indicateur de culture, je crois, de culture interne, donc qui est proposé par une société et qui mesure votre culture interne et quelle est sa nature. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Monoprix et à Brune, une petite overview. Donc, dans cette enquête, on apprend, j'ai tendance à dire des choses intéressantes, mais pour autant, pas des éléments énormes, pas des choses structurelles, on n'a pas découvert des indicateurs majeurs, etc. Ce que l'on voit quand même, malgré tout, et ça sera ma conclusion sur cette première partie, c'est que la combinaison de tous les indicateurs de l'entreprise, détenus au sein de l'entreprise, que ce soit en gestion, dans les services, marketing, sales, etc., ne sont que peu utilisés par les leaders CX. Alors, les raisons, certainement, sont nombreuses. Ils ne les connaissent pas, ils ne les maîtrisent pas, ils n'y ont pas accès, elles ne sont pas centralisées. Donc là, on a vraiment un boulevard d'investigation à mener pour pouvoir faire en sorte que ces données soient
mise au service donc des leaders CX pour mesurer cette transformation de l'expérience client. Brune, j'arrête, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse la parole et vous allez certainement contredire mon propos puisque vous êtes très avancé, vous, dans la mesure. Donc, je vous laisse la parole. À vous de jouer. Merci Françoise. Alors peut-être que pour commencer, et effectivement je vais couper ma caméra comme l'a proposé Françoise, pour commencer peut-être rappeler un peu ce que c'est que Monoprix. Pour ceux qui ne connaissent pas l'enseigne, donc, une enseigne plus que centenaire de grande distribution qui a dans le secteur de la grande distribution la particularité de tout réunir sous le même toit. À la fois les achats alimentaires, non alimentaires. Et quand je dis non alimentaires, ça recouvre aussi bien la mode que des éléments de décoration ou de loisirs. En 2019, l'entreprise a fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Ça représente 22 000 salariés et 700 magasins, dont la majorité en France. Et en France en particulier à Paris et dans les grandes villes de province. Donc vraiment une enseigne de centre-ville qui vise à tout réunir sous le même toit. Alors Brune, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous présenter le dispositif d'écoute que vous avez mis en place? Bien sûr. De vos clients, hein, bien sûr, je n'ai pas précisé, mais d'écoute de vos clients. Oui, bien sûr. Alors peut-être avant même de décrire ce dispositif, rappeler pourquoi on a souhaité en mettre un en place. L'initiative a été lancée par Régis Schultz, qui était l'ancien directeur général de Monoprix, qui l'a largement déployé après avoir fait la même chose chez Darty. L'enjeu, c'était de mettre vraiment, et c'est toujours, de mettre nos clients au centre de nos pratiques, à tous les niveaux de l'entreprise, pour pouvoir piloter l'activité avec des indicateurs économiques, mais aussi avec les retours des clients. Et les deux sont très complémentaires, comme on pourra le voir. Donc, en un sens, le dispositif d'écoute des clients n'est pas nouveau. Monoprix utilisait déjà des visites mystères en magasin, donc 2 visites par an en moyenne, avec des rapports qui arrivaient avec un décalage de plusieurs mois aux équipes en magasin. Monoprix a souhaité passer à un dispositif que je vais décrire, mais notamment de NPS, pour avoir un suivi réel, enfin de clients réels, en continu, et donc permettre aux équipes métiers et aux équipes du siège de réagir de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus concrète. Aujourd'hui, on a, comme c'est indiqué ici, 4 grandes sources d'informations qui nous permettent de suivre la satisfaction des clients. 3 qui nous donnent une vision interne, une vision vraiment de la perception que les clients ont de Monoprix, et un dernier qui nous permet d'avoir une comparaison à nos principaux concurrents. Dans la vision interne, et je reviendrai surtout sur le premier, on a donc ce suivi quotidien par canal d'achat, magasin et site web, via le Net Promoter Score, donc le NPS, qui est, comme vous l'avez rappelé pendant l'enquête, très utilisé par les entreprises. Le questionnaire qu'on a mis en place pour le NPS est très court, puisqu'il est vraiment concentré sur l'expérience d'achat, donc un questionnaire de moins d'1 minute, ce qui nous donnait très peu d'éléments sur la perception de l'offre. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité le compléter par des baromètres de satisfaction pour chacun des univers de produits que Monoprix propose. Alimentaire, mode, beauté, maison. Je mets de côté le loisir qui est plus petit. Donc vraiment là, plutôt centré sur la perception de l'offre. On a enfin une troisième source d'information qui est très précieuse, peut-être revenir sur la page d'avant, que sont tous les retours, toutes les réclamations qui sont faites au service client. En fait, les clients contactent le service client essentiellement quand ils ont un problème ou une question, donc surtout pour des questions de réclamation. Mais ça donne c'est une source d'information qui est très précieuse et on reviendra dessus. Et enfin, nous avons souhaité compléter ça d'une vision externe. On a lancé, en fait, ces éléments nous donnent une perception que les clients ont de Monoprix pendant un achat, mais pas de comparaison à nos principaux concurrents. Et donc, nous avons lancé à la fin de l'année dernière une étude qui a vocation à être semestrielle, que nous menons en marque blanche, donc sans dire qu'il s'agit de Monoprix, pour avoir une perception plus neutre de Monoprix et des autres principaux concurrents sur les marchés couverts.
vraiment une vision complémentaire. Ok, donc c'est un dispositif complet. Quelles sont les données que vous recueillez actuellement? Je dirais qu'il y a 2 types de données. Des données quantitatives et des données qualitatives. Peut-être pour rendre ça plus concret, on peut effectivement prendre l'exemple du NPS, du questionnaire utilisé actuellement, puisqu'il regroupe en fait les 2 éléments. Le client, donc mettons après un achat dans un magasin, le client reçoit un petit message qui lui demande s'il recommanderait le magasin X à ses proches. Donc question classique de NPS, qui nous donne un score NPS par magasin. Quand je dis score NPS, c'est déjà redondant, mais on lui demande ensuite de préciser cette note, soit avec les facteurs, les éléments qui lui ont plu, les éléments de satisfaction, ou des points d'amélioration parce qu'il a été irrité de certaines choses. Donc là, dans les 2 cas, il s'agit d'un petit QCM sur 5 grands sujets: le confort d'achat, le contact avec les équipes, les produits proposés, les promotions et prix, et puis s'il a fait une livraison à domicile, justement la livraison. Selon ce qu'il a précisé, selon ce qu'il a coché, pardon, on lui demande de préciser les raisons de manière, là encore, dans un petit QCM. Donc là, dans les 2 cas, ça nous donne des éléments quantitatifs, la note NPS et dans un sens, la fréquence de citation des sujets de satisfaction ou d'amélioration. Et enfin, le questionnaire, qui reste très court, lui laisse la possibilité de laisser un commentaire, un champ de commentaires libre, qui là donc donne une information beaucoup plus qualitative. Donc dans le cas du NPS, ces retours clients remontent directement au directeur de magasin, qui répondent notamment aux commentaires, qui recontactent les clients, tous les clients. On leur demande de le faire en moins de 2 jours. Pour les commerces, les avis remontent au service client. Je reviens un instant sur ce sujet des commentaires, parce que donc, via le NPS, nous collectons des commentaires clients, mais la grande source d'information des commentaires libres, ce sont aussi tous les retours au service client, que ce soit par mail, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Et l'année dernière, nous avons mené un très grand chantier avec le service client, justement pour centraliser en un seul point l'ensemble des commentaires clients reçus, pour les centraliser, et puis vous parliez d'outils d'analyse sémantique, pour les classer par thème, parce que c'est très bien de récolter ces informations, mais encore faut-il être capable de les analyser de manière plus facile. Et aujourd'hui, nous récoltons à peu près 100 000 commentaires par an via le NPS, mais plutôt 300 400 000 via le service client. Donc c'est une masse d'informations très grande. Et nous nous sommes dotés d'un outil d'analyse sémantique qui permet justement de classer par thème ces commentaires. Donc ça a été un très gros chantier. Nous travaillons avec Viavo, je crois que vous connaissez bien, un très gros chantier d'abord d'outillage, de collecte commune et puis de classement. Et toutes ces données, quantitatives et qualitatives, sont intégrées de manière automatique dans la base de données de Monoprix. Donc je trouvais très intéressant le point que vous remontiez pendant l'enquête, de savoir qui gère la collecte des données. Et de ma perception, l'essentiel des données de Monoprix est collecté de manière centralisée. Mais effectivement, les données clients, pour les données clients, c'est mon équipe qui s'occupe de la collecte et de cette intégration avec les services informatiques, bien sûr. D'accord. Et donc là, on voit, alors on voit ce que vous nous expliquez là sur ce croquis. Le siège que vos équipes collectent, est-ce que vous partagez avec les autres membres des équipes, parce que là c'est beaucoup les magasins, et les autres équipes donc, ont accès à ces informations sur les clients? Oui, alors il y a différents niveaux d'accès, enfin plutôt différentes formes d'accès. Je pense qu'on peut revenir à la page d'avant, mais effectivement là, on a présenté les différents canaux de contact qui nous permettent de contacter un client après un achat en magasin, soit par mail, par SMS, par des affiches en magasin ou sur l'application. Bref, une fois que ces informations sont collectées, les autres équipes sont en contact de différentes formes. Donc, les équipes métiers, je pense aux magasins ou au service client pour les commerces, mais répondent déjà en direct aux clients. Mais ensuite, nous produisons, disons, des synthèses régulières, des rapports qui sont mis à jour en continu et qui sont accessibles aussi à l'ensemble des équipes. Donc, un niveau déjà analysé. Et enfin, l'ensemble des données collectées
est accessible. Alors, pas à tout le monde, il faut un certain nombre d'autorisations parce qu'on a des données clients qui sont sensibles. Mais enfin, dans ce cadre-là, n'importe quelle équipe qui voudrait faire des analyses avec les informations clients pourrait aussi accéder à ces données. C'est un chantier qui est en cours, donc vraiment dans la base de données de Monoprix. D'accord. Bon, ben super. Ça veut dire que la donnée, elle est vraiment la donnée client. Il y a une vraie culture qui interne centrée sur le client. Alors, quelles sont vos prochaines étapes, Brune, en termes de collecte, d'analyse? Quelles sont les prochaines étapes globalement pour Monoprix et pour votre équipe? Peut-être avant de passer aux prochaines étapes, parce que Ouais. vous dites que c'est une grande culture qui est à mettre en place. En fait, moi, je pense que c'est important de préciser, parce que là, je vous disais vraiment les manières dont les équipes peuvent accéder à ces données. Mais en fait, pour moi, elles jouent aujourd'hui déjà 3 grands rôles. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est une culture qui est en train d'être mise en place. D'accord. Les données servent comme un outil de management des équipes. Elles servent derrière vraiment à améliorer, en tout cas c'est l'objectif, l'expérience des clients. Et puis elles sont une source d'information, d'analyse et d'amélioration de la connaissance pour permettre une meilleure prise de décision. C'est d'abord un outil de management très fort, à tous les niveaux en fait, en magasin, au siège et de manière plus centrale. Donc comme je vous disais, on a ce suivi régulier des retours des clients en répondant aux clients, le suivi des scores NPS, de la fréquence de citation de tel irritant. Les magasins ne sont pas concernés de la même manière. Un magasin plus exigu va peut-être être plus concerné par l'irritation sur l'encombrement des rayons. Ce genre de choses. Donc il y a des synthèses vraiment. Un point qui est tout nouveau pour cette année, c'est que le NPS va être intégré dans la rémunération variable des équipes. Ah, d'accord. Très bien. Donc, c'est le step suivant. En tout cas, c'est en cours. Ouais. Mais sur la partie management, voilà, ça intervient à différents niveaux, y compris pour l'animation des équipes au quotidien, en magasin. Sur le volet amélioration de l'expérience, l'objectif, c'est de s'appuyer sur les forces qui existent et puis de régler les sujets d'irritation. C'est l'affaire de tout le monde et on utilise souvent une image maritime pour décrire justement ce chantier. Il y a différents niveaux d'action sur les irritants. À un niveau de la chaîne, le petit plancton, c'est des sujets locaux qui sont à traiter par le directeur de magasin. Les paniers sont sales, mais il faut le traiter avec l'équipe qui s'occupe du nettoyage. À l'opposé, on a des grosses baleines qui sont des chantiers transversaux, qui mobilisent plusieurs directions, supposent parfois des moyens. Donc, par exemple, des questions de rupture de produits, d'approvisionnement, qui impliquent un certain nombre de directions et qui supposent vraiment une vision coordonnée pour être réglées. Et puis au milieu, à un niveau intermédiaire, on a des bandes sardines qui concernent une direction, un groupe de magasins. C'est plus localisé, c'est plus facile à traiter. Mais ceci se joue vraiment en magasin, mais aussi au siège. Et c'est le grand chantier qu'on est en train de pousser pour mettre en place cette culture, comme vous le disiez. Et enfin, et là, ça nous amène plus au volet données. On a un gros objectif d'amélioration de la connaissance en croisant ces données des clients avec d'autres données disponibles. Je crois qu'on avait inclus de manière très synthétique, 2 analyses qui avaient été menées, 2 exemples. Par exemple, pour, à partir des données clients collectées, mieux comprendre le profil des clients fidèles. Un deuxième exemple pour essayer d'identifier les magasins qui pourraient avoir des problèmes de gestion, en fait, via, là encore, ce croisement de données. Si on prend juste à titre d'illustration le premier exemple, en passant à la page d'après, sur l'analyse des clients fidèles, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé les retours du NPS, donc cette base de retours clients que je vous ai présenté très rapidement, le profil de fidélité des clients et puis toute la base de tickets, donc le montant acheté, mais aussi les types d'achats qui sont faits. Et tout ceci nous a permis de regarder déjà quel était le NPS par profil de fidélité, les types d'achats par profil et les irritants par client. Et en faisant un zoom en particulier sur les clients les plus fidèles, donc qui sont ceux qu'on doit le plus soigner, cette analyse qui semble très facile à poser sur le papier, mais qui était assez complexe, comme vous le disiez, parce que les données ne sont pas forcément fiables, pas forcément accessibles, pas forcément maîtrisées même. En tout cas, ça demande un petit peu de temps. Cette analyse nous a permis de mieux comprendre quel était le niveau de satisfaction de nos clients les plus fidèles, les sujets qui étaient peut-être des sujets de satisfaction, mais à l'inverse, les sujets d'irritation qui ressortaient le plus. Et derrière, d'aller creuser et de travailler avec les équipes métiers pour travailler en priorité sur ces clients-là et ces irritants
qui sont finalement clés pour garder ce lien de fidélité très fort. Très bien. Et donc, vous parlez des prochaines étapes, oui. Alors oui, je vous avais lancé sur les prochaines étapes, Brune. Je vois quand même que on vient de l'aborder. Hein, vous êtes en amélioration continue et en progression continue. Et si on peut vous demander quels sont vos, ça laisse rêveur hein, tout ce que vous avez fait. Donc c'est pour ça que je suis un peu sans voix, mais et ravie à la fois. Donc quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je pense que, comme vous dites, c'est un chantier qui est très vaste, extrêmement stimulant aussi, mais on en est encore, il y a encore une grande étape de fiabilisation. Parce que finalement, tout ce qui est collecte automatique des données clients a été, je dirais, bien fini l'année dernière. Notre enjeu cette année, c'est de faciliter le croisement avec d'autres données pour permettre des analyses de manière plus facile, des analyses comme celles que je viens d'évoquer. Et en fait, sans entrer trop dans le détail ou dans le volet technique, ce n'est pas si simple, parce que ça suppose de comprendre les données qui sont disponibles, d'identifier les informations qui permettent un croisement, de les fiabiliser, de vérifier qu'on a une sorte de glossaire qui est systématique pour savoir quelle donnée correspond à quelle autre, dans quelle base, Donc je prends un exemple très simple. On peut se dire que quand on a un client, en général, une entreprise lui donne un identifiant, un numéro qui lui permet de savoir quel est ce client. Ça paraît très facile, mais par exemple, nous, pour les clients e-commerce, nous avons 4 types d'identifiants qui ont tous des formats différents, dans des bases de données différentes, et donc ça suppose une vraie exploration pour aller voir en jargon quelle jointure faire, comment croiser les deux et faire parler les bases pour récupérer des informations. J'essaie d'être le moins technique possible, mais il y a déjà tout un gros chantier de fiabilisation de ce contexte de l'analyse pour faciliter et permettre ces analyses. Une sorte de grande base de données croisée. Et ensuite, le champ des analyses est extrêmement vaste. Donc on a beaucoup d'idées qui sont qui vont être lancées une fois cette première étape menée. Et vous en évoquiez quelques-unes. Par exemple, évaluer le gain potentiel si on réduit un sujet d'irritation. Je prends un exemple, on a un certain nombre de retards au moment des livraisons à domicile. Si je suis capable de savoir, j'aimerais être capable de dire combien je peux gagner si j'arrive à réduire la fréquence des retards. Je sais que c'est possible via ces analyses, donc on se dit que si le client est détracteur, par exemple, du fait des retards, justement, qu'il devient promoteur, quel est le gain potentiel à ce passage, parce qu'on a réduit les retards. Donc, premier exemple. Un deuxième exemple, là encore, pour accompagner les équipes métiers, pour les aider à se concentrer sur les sujets prioritaires, c'est d'identifier, dans tous les sujets d'irritation évoqués, d'identifier ceux qui déterminent le plus la satisfaction et l'irritation. Ceux qui font qu'on va passer de promoteur à passif, dans le jargon du NPS, de passif à détracteur. Ce n'est pas seulement la fréquence de citation, mais certains sont vraiment des marqueurs de tel ou tel profil NPS, de tel ou tel sujet d'irritation. Et enfin, un troisième exemple d'analyse prévue, c'est tout ce champ d'analyse des commentaires des clients, que là encore, on en est au tout début. Essayer de comprendre, par exemple, en croisant le commentaire laissé par un client et toutes les autres informations possibles, soit la fréquence d'achat, les montants, de comprendre, ou même le type d'achat, de comprendre les champs lexicaux qui sont associés à une certaine étape d'achat, de mieux connaître les parcours des clients avec les facteurs d'irritation qui ressortent à telle étape, les mots-clés employés. Ça, c'est tout un terrain dont on voit qu'il peut être extrêmement vaste et qui est encore qui va être un champ d'exploration et d'analyse passionnant, je pense. Eh ben oui, alors rien que d'en entendre parler, je trouve que c'est passionnant. Alors moi merci Brune hein, pour votre intervention d'une richesse absolue. Ça laisse rêveur, ça donne envie. C'est un vrai bel exemple. Moi, ce que je pense aussi, c'est que si je peux me permettre alors je ne pourrais pas me permettre de conclure sur Monoprix parce que l'histoire est en marche,
mais conclure sur ce qu'on a vu. C'est quand même un sujet qui est un sujet extrêmement engageant, complexe, passionnant aussi, puisqu'il rend intelligent, il explique beaucoup de choses, il permet de suivre beaucoup de choses. Ça peut être, et là je reprendrai bien volontiers votre image de la mer, ça peut être quand même un puits sans fond ou ça peut être abyssal et on peut s'y perdre. Donc moi ce que je retiens dans ce que vous nous avez dit et plus globalement, c'est que un des objectifs, fixer ses objectifs en termes de collecte de data pour savoir ce qu'on veut en sortie est un élément hyper important, sinon on risque de s'y perdre. Je pense qu'il faut un engagement de tous, des outils, des méthodes et puis une maîtrise de toutes ces données. Donc si elle n'est pas maîtrisée par le leader CX ou par le leader un leader en particulier, je pense qu'il y a peut-être une équipe pluridisciplinaire qui peut se mettre au service de ces objectifs, de maîtriser et de mesurer les conséquences de l'amélioration de l'expérience client. Quoi qu'il en soit, merci infiniment, Brune. Je vais, alors, Brune, ne disparaissez pas parce que j'ai besoin. On a des questions. Alors déjà, une question pour vous. Quel est le taux de réponse des enquêtes chez Monoprix? C'est très variable selon le canal de contact. Monoprix, en tout cas jusqu'à l'année dernière, jusqu'à cette année, disons, avait un taux de fréquence, un taux de sollicitation des clients par mail assez fort, et je pense que ça explique qu'on ait, quand on contacte les clients par mail, un taux de retour qui est de l'ordre de 3-4% ou 6% selon les achats. 6% pour le web, 4% pour les magasins. Donc c'est assez faible. Comme on a une base de clients très vaste, ça nous permet d'avoir environ 15 000 retours de clients par mois, ce qui nous permet d'avoir une base statistique très intéressante. Mais c'est un petit coup de sondage. En revanche, quand on contacte les clients, donc par exemple après une livraison à domicile, on les contacte aujourd'hui par SMS, un SMS qui est envoyé dans l'heure qui suit la livraison, et là, le taux de retour est plutôt de l'ordre de 15-20%. Donc en fait, ça dépend vraiment aussi du média utilisé pour contacter les clients, plus ou moins facile, plus ou moins rapide et proche de l'achat. Donc en gros, plus on est proche de l'achat et plus le contact est... je pense que le SMS, en tout cas, est très simple à utiliser, très, très immédiat. C'est, de mon expérience qui reste assez limitée, le canal qui est le plus efficace. D'accord. Donc, sur du transactionnel, donc vous êtes en train de nous dire, Brune, quand même, qu'on doit adapter le canal de collecte à l'objectif et à la transaction. C'est-à-dire que le SMS, on le fait tout de suite, à chaud. Voilà, donc c'est intimement lié. Il faut bien choisir son canal de collecte. Hein. Bien sûr. Après, il faut être capable de l'exploiter, mais c'est très lié. Par exemple, après un achat en ligne, être capable d'avoir un questionnaire qui arrive à la toute fin de la transaction directement sur le site, c'est un peu l'idéal. Encore faut-il que le site le permette, ou que c'est aussi de travailler avec d'autres équipes pour mettre en place les bons médiums. Donc là, on lève tous les enjeux, hein, c'est-à-dire la collaboration avec les autres équipes, avec l'IT qui devient directeur de l'IT, qui devient un nouvel homme fort de la data, autour de la data. Il faut travailler avec lui parce que c'est lui qui a les outils, c'est lui qui a les bases de données. Voilà, il faut travailler avec eux, il faut travailler avec la finance, il faut travailler avec beaucoup de... Donc, on est encore au cœur d'un métier de l'expérience client plus que méga collaboratif. Alors, deuxième question, pour vous, toujours, Brune. Le lien, alors si je la lis bien, le lien entre le NPS et la conquête, ou lien et NPS et fidélisation, est-ce que vous avez, est-ce que ça a déjà été démontré chez Monoprix ou est-ce que c'est le step d'après? Vous arrivez un tout petit peu trop tôt, c'est, je dirais, l'étape d'après, et parmi les premières analyses qu'on veut faire, effectivement. Mais ça suppose déjà tout ce préalable de collecte des données à un endroit, de fiabilisation, et derrière d'être certain des croisements. Donc vraiment, je pense que c'est une question qu'à la rentrée, on devrait l'avoir fait, mais à date, c'est trop tôt. D'accord. Le calendrier est en cours. Ok. Donc, c'est en cours. Le calendrier est en cours. Alors, Brune, encore pour vous, quel succès. Alors, quels sont les profils que vous avez dans votre équipe? Est-ce que ce sont des
marketeurs, des statisticiens, alors ce qu'on appelle les data scientists, etc. Éclairer notre public sur vos recrues, vos collaborateurs. Alors, je pense qu'on a un prisme donné qui est assez fort dans la direction. Je suis rattachée chez Monoprix à une direction qui est rattachée à la direction générale qui s'appelle transformation et performance. Dans la performance, on met vraiment tout ce volet data. Les profils ne sont pas des data scientists. Hein. Ça ne suppose pas d'être, comment on dit, en bon français, rocket science. Enfin, c'est pas très complexe. Et ce sont des analystes. Et effectivement, il faut être capable en tout cas dans l'équipe, des gens qui sont capables de comprendre des données, de mettre en forme, de mener un raisonnement structuré avec des données un petit peu quantitatives, mais pas avec des modèles de statistiques très complexes. On utilise des outils ensuite qui nous facilitent le travail d'analyse de base de données, qui sont des outils très, très puissants et qui permettent en fait de faire... c'est un peu le code pour les nuls, disons, sans être codeur, sans être informaticien, d'aller assez loin dans les analyses, à partir du moment où on est plutôt à l'aise avec l'analyse des chiffres. Alors, une autre question qui est, malgré tout, malgré tout ou pas, avez-vous des liens étroits avec le métier pour connaître pour les équipes métiers? Alors, je suis pas sûre, enfin, si je comprends bien la question, oui, nous travaillons de manière très, très étroite avec l'ensemble des autres équipes. Et vous le disiez un peu en amont, notre équipe est très transversale. On est en lien avec la direction informatique, bien sûr, pour collecter des données, avec le marketing et le CRM pour contacter les clients. Derrière, puisque ce sont les directeurs de magasins et leurs équipes qui répondent et que c'est censé être, enfin, que ça doit être un outil d'animation des équipes en magasin, on est aussi en lien très étroit avec ces équipes. De la même manière avec le e-commerce. En fait, l'objectif, c'est que nous mettions en place les bons tuyaux pour écouter ce que disent les clients, quitte à ajuster les questionnaires si nécessaire, ou que nous transmettions ces informations aux équipes métiers, et puis derrière, que nous les accompagnions pour qu'elles sachent comment les exploiter et comment agir sur cette base. Agir pour mobiliser les équipes, agir pour régler les sujets d'irritation. Donc oui, le lien est très étroit, et notamment avec les magasins, qui représentent plus de 80% du chiffre d'affaires de Monoprix, donc c'est aussi le gros, je dirais le gros cheval de bataille. Et nous les avons beaucoup accompagnés pour prendre en main le NPS, comprendre comment l'animer avec les équipes, avec même des choses très simples. Hein. Dans le jargon NPS, on parle de promoteurs, de détracteurs passifs. En fait, c'est assez peu parlant. Donc, comment traduire ça pour des équipes qui ont un métier beaucoup plus concret? Est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt de satisfaction, d'irritation, de clients satisfaits? Enfin, il y a tout un travail de communication, de pédagogie aussi, et puis derrière d'accompagnement pour mobiliser, pour comprendre quels sont les sujets d'irritation sur tel magasin, comment il peut travailler avec ses équipes, ce genre de choses. Super. Alors, une autre question. Est-ce que l'expérience client est surtout un sujet B2C? Alors, ça c'est pour moi. Non, absolument pas. Aujourd'hui, nous travaillons avec des entreprises qui sont en B2C ou en B2B et même encore très récemment avec des entreprises qui sont en B2B4C. Donc en fait, en effet ricochet, le fait de travailler sur des entreprises en business to business va rendre la relation, améliorer la relation avec le C. Et on a récemment, on travaille par exemple avec une entreprise aussi qui travaille beaucoup son expérience pour le client final, mais pourtant ce ne sont pas ses clients. Donc c'est encore un élément particulier. Donc ce ne sont pas mes clients, j'en ai pas la maternité, mais j'en ai la gestion. Et donc je le fais pour le compte d'une entreprise B. Et donc, elle me sous-traite ses clients. Et donc, à ce titre, je dois être exemplaire sur l'expérience client. Donc, non, ce n'est pas un univers uniquement B2C. Alors, juste une petite précision, c'est vrai que le B2C a démarré plus rapidement que le B2B, mais pour voir de nombreux de nos clients,
ils accélèrent et franchement, ils n'ont rien à envier aussi. Et un dernier point, je pense que il y a une vraie, il y a quelque chose qui existe et qui est passionnant en expérience client, c'est que les clients de B, en business to business, s'inspirent du C et s'inspirent aussi d'autres métiers. Et ça, c'est assez fantastique parce qu'on peut utiliser des méthodologies utilisées par par exemple par Monoprix. Eh ben, ils sont repris, alors peut-être pas dans l'identique, mais c'est repris par des organisations qui sont pas du tout dans le même domaine d'action. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Alors, une autre question. Avez-vous un pilote NPS dédié dans votre organisation? Oui, est-ce que vous avez quelqu'un qui est dédié au pilotage de NPS? Et alors, deuxième question, Brune, comme ça, elle est liée. Est-ce que, en fonction de vos retours NPS, est-ce que vous avez, alors c'est ce qu'on appelle la gestion des alertes, est-ce qu'en fonction du nombre de répondants et du nombre de détracteurs, est-ce que vous les rappelez? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote à flux tendu, comme ça, en temps réel, les retours des NPS et ces détracteurs, si jamais vous les rappelez? Et comment c'est piloté? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, donc le NPS est utilisé pour les 300 magasins Monoprix, une centaine de magasins Monop au quotidien, au jour le jour, utilisé pour les sites web courses mode, donc à chaque fois avec un volume de contact assez important. Donc, par chance, il n'y a pas une personne qui est chargée de piloter ça. Je dirais que mon équipe a vraiment contribué, enfin, a porté la mise en place du dispositif en lien avec les équipes métiers. Mais ce qui est assez, en un sens fascinant, c'est de voir que maintenant le dispositif vit. Bien sûr, c'est nous qui pilotons la structure et qui accompagnons les équipes, mais au jour le jour, chaque direction métier a pris en main la chose. Donc, par exemple, c'est le directeur du réseau Monoprix qui, toutes les semaines, puisque à la journée, ça n'a pas non plus de sens, mais qui, toutes les semaines, suit les NPS de chacun des régions de magasins, et puis les directeurs régionaux qui suivent la même chose pour leurs magasins, qui les recontactent pour essayer de comprendre pourquoi tel sujet d'irritation remonte. Donc, il y a le taux de réponse qui est suivi aussi, le temps de réponse. C'est des indicateurs qui sont très suivis, mais par les métiers. Moi, j'en fais des synthèses derrière et après d'autres analyses, mais dans l'animation au quotidien, c'est vraiment chaque directeur métier qui s'en occupe. De la même manière pour le web. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil, mais qui doit être utilisé par chacun dans le quotidien du métier. Alors, c'est très bien parce qu'en fait, il y a une des questions qui suit et qui est corrélée à ce que vous avez dit, c'est avez-vous eu besoin de mettre en place un dispositif de communication interne pour évangéliser, etc. Oui, c'est en cours. C'est-à-dire que c'est vraiment très intéressant de voir la manière dont chacun se saisit, ou plus difficilement, du sujet. On a commencé avec un pilote sur une trentaine de magasins, de directeurs qui étaient très désireux, très appétents au sujet, qui avaient vraiment envie d'animer ça. Et donc ça nous a permis de tester le dispositif et ensuite de voir comment on pouvait impliquer les autres. Mais pour embarquer l'ensemble du réseau, et puis maintenant le siège, on procède par étapes. Il y a vraiment la prise en main des outils qui sont à disposition, des rapports, du suivi, une animation régulière par des synthèses, qu'on envoie de manière automatique. Et puis on essaie d'être très inventif, c'est-à-dire que ça passe aussi par des rendez-vous réguliers avec les patrons des différents métiers, par des analyses qu'on fait de notre côté pour aller les aider à comprendre quels sont peut-être les sujets, s'ils ne les prennent pas déjà en main. Certains le font de manière très autonome, mais identifier les sujets prioritaires. Donc là, par exemple, ce qu'on va sans doute faire à partir de la rentrée, c'est adapter un peu nos rapports mensuels pour mettre en avant une cause nationale chaque trimestre, une sorte de grand sujet, grand irritant prioritaire que les directeurs régionaux et les magasins doivent traiter en priorité. Donc ça suppose aussi, donc ça c'est pas nous nous la choisissons avec le patron du réseau pour que ce soit bien sûr très, très lié aux opérations. Donc il y a tout ce côté
Voilà, animation, culture, ça suppose une animation très régulière. Et de la même manière, c'est un petit exemple aussi, pour embarquer les équipes du siège qui, elles, ne sont pas en contact direct avec les clients. Nous avons mis en place ce que nous appelons le café croissant client. C'est tous les lundis, un petit envoi automatique des commentaires clients qui ont été reçus sur un périmètre donné. Donc, par exemple, je suis responsable des achats de fruits et légumes. Je vais recevoir une sélection de commentaires sur les fruits et légumes qui ont été reçus la semaine dernière par le NPS, par le service client. C'est envoyé de manière automatique aux équipes et ça leur permet d'avoir ce petit lien avec le client, d'avoir déjà des retours et peut-être un retour sur leur activité pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font a un impact direct sur la perception des clients final. Donc voilà, le champ là aussi est très vaste, mais ça suppose vraiment une animation très régulière. Ok, donc vraiment une animation, une communication, c'est fantastique tout ce que vous faites. Alors une avant-dernière question pour pas parce qu'on est déjà un petit peu en dehors du timing, mais est-ce que vous communiquez, parce que cette question elle est absolument fondamentale, est-ce que vous bouclez la boucle, Brune? Est-ce que vous communiquez à vos clients ce que vous faites pour eux? Alors j'aurais dû le dire aussi, je dirais que ça fait partie des prochaines étapes. En fait, le dispositif est très jeune chez Monoprix parce qu'il a été déployé au réseau début 2018. Et donc moi, je suis arrivée à l'été 2018. Je dirais on l'a bien structuré l'année dernière. Mais notre enjeu, c'était d'abord d'embarquer les équipes en interne. Et nous avons bien en tête comme vous dites, boucler la boucle, de communiquer aux clients ce qui est fait. Ça suppose en fait aussi d'avoir déjà des résultats concrets, d'avoir une victoire à démontrer, un gros chantier qui a été traité. Donc il y a des petites victoires qui sont faites, qui ont été apportées. Et là, localement, certains directeurs, par exemple, ont bien indiqué vous nous aviez demandé telle chose, on l'a fait. Vous nous disiez qu'il y avait beaucoup trop d'attentes en caisse le samedi à 17h. On a réorganisé nos plannings. Ça, c'est plutôt fait de manière locale pour l'instant. Comme une grande politique d'entreprise, je dirais que c'est une des étapes qu'on a en tête, mais plutôt vers la fin de l'année ou début de l'année prochaine, pour voir à qui s'adresser, sur quels médias, sur quel sujet, comment le faire. Donc ça demande aussi un peu de travail pour bien cibler la communication. Mais je pense que c'est très important, effectivement. Ouais. Super. Alors la dernière, merci beaucoup hein, Brune, parce que moi ça me fait rêver. J'adore vous entendre parler parce qu'en fait on voit que ça progresse. Alors sur une dernière question, alors celle-ci elle nous concerne. Quel accompagnement pouvez-vous proposer sur l'expérience client? Elle est en 3 parties. Intervenez-vous sur l'évangélisation? Êtes-vous en mesure d'accompagner les équipes dans la mise en place opérationnelle donc d'expérience client et plus globalement des données? Oui, alors je réponds ça à oui, oui à tout, puisque on accompagne aujourd'hui, je pense qu'en ligne, on a peut-être quelques-uns de nos clients qu'on accompagne. On voit bien que ces sujets nécessitent de l'accompagnement parce que pour pas. Alors je vous réponds oui à tout. Après, il faut qu'on analyse quels sont vos besoins. Mais nous venons de mettre le doigt, et Brune nous y a largement aidé, sur la complexité, mais à la fois la richesse et l'intérêt absolument fantastique de ce métier d'expérience client, de leader d'expérience client, même si ce n'est pas tout à fait le titre que portent toutes les personnes dans le public. Mais en fait, il faut être un expert de tout et c'est pas possible. Donc, en fait, on peut pas être expert de la data, on peut pas être expert des données, on peut pas être expert de l'expérience client, on peut pas collecter la voix, la réparer. Enfin voilà. Donc, en fait, communiquer aussi. On a parlé de communication, on a parlé de maîtrise des data, on a parlé etc., etc. Donc, tout ce qu'on on dit, c'est que et c'est résumé dans cette conclusion, c'est que cette discipline est stratégique. 2, les personnes qui portent ces sujets sont sur ces sujets assez jeunes et leurs champs d'investigation sont gigantesques. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là pour les accompagner et pour faciliter absolument ce travail. Sur les datas en particulier, nous avons eu tellement de demandes que nous sommes en train de travailler. Nous sommes 3 experts qui sont mis à travailler sur ce sujet, sur la création d'un cockpit. Un cockpit, alors on l'a nommé cockpit CX pour l'instant, c'est un petit peu un nom de code qui permet pour les leaders CX, qui a pour ambition de les aider à mesurer les 3 éléments qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire quelle est la satisfaction de nos clients, l'expérience qui est vécue,
Donc ça, globalement, vous savez faire, mais ma foi, pourquoi pas, toutes les entreprises ne sont pas matures. Quel est le gain à mettre en place une transformation de l'expérience client pour mon entreprise? Et donc, comment je la mesure? 3, quel est le bénéfice de mes programmes? Donc, quels sont les programmes, les gains que je rapporte et en termes de ROI, en termes de chiffre d'affaires, etc. Et globalement, la discipline expérience client, qu'est-ce qu'elle ramène à mon entreprise et qu'est-ce qu'elle ramène aussi aux collaborateurs en termes d'engagement, en termes de facilité, en termes de rapidité d'action, etc. Donc, on y travaille et je pense que l'offre sortira rapidement. Vous pouvez toujours nous contacter sur notre site et nous laisser des messages. On vous rappelle, il n'y a pas de souci pour vous expliquer où nous en sommes. Brune, là, alors juste, oui, on va vous envoyer un petit questionnaire. N'hésitez pas à nous dire si vous nous recommanderiez, on est dans le cœur du sujet, mais n'hésitez pas à nous dire non plus si vous avez besoin qu'on vous recontacte ou si vous avez besoin de passer quelques minutes avec nous. Brune, merci infiniment. Ça a été passionnant, d'une richesse absolue. Restons tous ensemble en contact pour continuer à progresser. Nous avons une communauté qui s'appelle CX Up, dans laquelle on vous a invité à nous rejoindre. N'hésitez pas à communiquer les uns avec les autres pour continuer ce débat passionnant. Je vous remercie, Brune, encore une fois infiniment du temps que vous nous avez consacré pour la préparation, mais aussi pour cet événement. Et j'espère vous revoir tous physiquement très bientôt. Parce que bon, le web c'est bien, mais enfin le physique c'est pas mal non plus, et donc c'est quand même plus chaleureux, plus agréable.